يقدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Chers téléspectateurs, amis fidèles des rendez-vous économiques d'Al24 News, bonsoir, bienvenue au Pro de l'écho sur Al24 News. Il est difficile de parler d'actualité économique en ces temps d'extrême violence, notamment en Palestine, autre terrain de jeu. Des bellicistes qui engagent le monde dans des conflits géopolitiques aux conséquences désastreuses sur l'économie mondiale notamment, au risque qu'elle s'étende à des régions stratégiques de ce monde. Ce sera justement le thème des Pros de l'écho ce soir, le poids des confrontations armées, de manœuvres militaires, de l'occupation ou de simples provocations entre puissances économiques qui s'affrontent directement par proxy interposé dans les quatre coins de la planète. Une planète plutôt mise à mal, asphyxiée par le poids économique de ces conflits à haute intensité, engendrant perte de la croissance, crise financière. Est-ce que l'économie mondiale est sous l'emprise de la géopolitique ? Comme chaque semaine, les pros de l'écho s'emparent de ce dossier. Et comme chaque semaine dans les pros de l'écho, nos invités, nos experts sont là justement pour nous éclairer sur la thématique du jour, à commencer par vous, professeur Abdelrahmi Bessaha, expert international en macroéconomie auprès des institutions de Bretton Woods, FMI, Banque mondiale. Merci encore une fois d'être parmi nous et d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup pour cette invitation. Pour vous accompagner, votre désormais fidèle acolyte au Pro de l'écho, Nazim Sini, notre expert maison enseignant agrégé d'économie à l'université Aix-Marseille 1. Vous êtes en direct avec nous depuis Marseille. Merci Nazim encore une fois de faire partie du plateau des Pros de l'écho. Merci et bonne soirée. Alors sans transition aucune, nous allons entamer ce débat avec vous, professeur Bessaha. Ma question est simple. C'est une forme de provocation que je vous adresse. Est-ce que l'économie mondiale est sous l'emprise de la géopolitique ? Ce n'est pas une provocation, c'est une constatation. En fait, la géopolitique influe sur l'économie mondiale et en revanche, l'économie mondiale influe sur la géopolitique. Ouais. S'il y a une période qui caractérise cette relation intime, c'est bien celle-là. L'économie mondiale est sous l'effet de plusieurs chocs. Il y a des chocs macroéconomiques, des chocs sanitaires, mais aussi des chocs géostratégiques comme la guerre en Ukraine, comme tout simplement aussi les tensions que nous constatons dans la mer de Chine ou les tensions récentes au Moyen-Orient qui influent sur la qualité, bien entendu, et sur l'activité économique mondiale. Donc, il y a une relation très intime et nous aurons l'occasion de le développer sur les impacts néfastes de la géopolitique sur la macroéconomie mondiale. Merci professeur. Nazim Sini, même question. Est-ce que selon vous, les différentes courbes de l'économie mondiale sont sous l'emprise de la géopolitique ? Vous savez, d'abord, la géopolitique est une composante même de l'économie, parce qu'il faut savoir, et c'est important de le rappeler à vos téléspectateurs, c'est que l'économie n'est pas une science exacte, c'est une science humaine, et donc ça veut dire que ça implique des décisions, des comportements, une psychologie, et c'est en cela que l'économie est une science imprévisible, est une science aussi imparfaite, et je rejoins ce qu'a dit le professeur Bessaha, effectivement, il y a une imbrication, une interconnexion profonde entre la géopolitique et l'économie. Et c'est en cela qu'on a inventé une nouvelle discipline qu'on appelle maintenant la géoéconomie, où en fait c'est l'influence de la géopolitique sur l'économie ou inversement aussi. Et puis on a constaté, surtout à notre époque contemporaine, que les événements géopolitiques avaient une influence majeure sur la tournure ou la croissance économique. Je prends l'exemple de résultats d'une élection présidentielle ou par exemple d'une catastrophe climatique ou encore d'un conflit militaire ou par exemple on peut citer aussi d'une grève ou d'une manifestation ailleurs dans le monde, etc., etc. Donc il y a énormément d'événements qui peuvent influer et surtout changer le cours de l'histoire économique
d'une nation ou même du monde. Et inversement, effectivement, l'économie peut avoir un impact majeur sur la géopolitique, notamment entre des pays lorsqu'il y a des tensions diplomatiques, etc. Et on le voit aujourd'hui, notamment lorsqu'on peut citer l'exemple du conflit entre la Chine et les États-Unis. On a l'impression que c'est un conflit économique, mais pas du tout. En fait, c'est un conflit d'influence géopolitique au final. Je pense qu'on pourrait ajouter cette professeur. question, s'il y a une période, donc, comme je disais tantôt, où la géopolitique a un impact considérable sur la macro, c'est la période actuelle. La période actuelle sur le plan géopolitique qui est consacrée par, je dirais, une division, une fragmentation de l'ancien ordre, et nous constatons qu'il y a d'un côté les pays occidentaux, de l'autre, bien entendu, la Chine, un certain nombre de pays du BRICS, et surtout le Sud global. Et ce fractionnement géostratégique a entraîné un fractionnement géoéconomique. Nous constatons qu'il y a un retrait des investissements de la Chine, il y a des politiques industrielles qui consacrent le repli sur soi-même, il y a bien entendu le repli d'investissements directs, le reshoring, ou bien il y a même des investissements directs qui sont faits. Voilà, le friendshoring ou le reshoring. Donc vous avez d'un côté un fractionnement géostratégique qui se traduit de façon, je dirais, pratiquement comme un miroir, par un fractionnement géoéconomique, avec une économie qui fonctionne maintenant suivant des affinités, et surtout le repli du soi. Donc un cas extrêmement important, et c'est ce que nous constatons aujourd'hui. Et ça nous rappelle des temps qu'on ne pensait plus revivre, peut-être en ce qui concerne l'économie mondiale. Professeur Bessahab, mais ne dit-on pas justement que c'est en temps de guerre que l'on fait les meilleures affaires, cette notion qui symbolise en soi peut-être l'esprit prédateur de la doctrine économique néolibérale? Est-ce qu'elle ne veut plus rien dire, tout simplement, ou est-ce qu'elle est toujours d'actualité, ce qui pourrait expliquer bien des choses? Nous allons quand même tempérer cette deuxième provocation de ma part. Ce statement-là. Les guerres, les conflits ne sont jamais bons pour l'économie. Par contre, les guerres, les conflits sont bons pour les marchands d'armes, pour tous ceux qui veulent faire du profit, uniquement du profit. Absolument, absolument. Et les guerres permettent aussi à certains pays de tester des nouveaux armements, et aux marchands de la guerre, de ça. Mais pour l'économie en général, il est clair que la guerre crée une complexité et met en grande difficulté l'économie mondiale. Donc, soyons quand même raisonnables, la guerre n'est pas un moyen de faire des affaires au sens général du terme. Oui, c'est un message qu'il faudra marteler. Nazim Sini, je vous pose néanmoins à vous aussi la question pour tordre le cou justement à cette idée reçue que le professeur Bessahab vient justement de confirmer qu'il s'agit bien d'une idée reçue. Est-ce que c'est vrai qu'en temps de guerre, on fait les meilleures affaires? C'est une vision très cynique de l'économie et du monde des affaires, du business. Mais vous savez, moi je dis toujours, vaut mieux une mauvaise paix qu'une bonne guerre. Pourquoi? Parce qu'effectivement, une guerre, il n'y a jamais réellement de vrai vainqueur. Et surtout, ce qui est important de rappeler, c'est qu'une guerre, non seulement entraîne des déséquilibres régionaux, internationaux, mais aussi pose en difficulté la reconstruction et surtout les prévisions du futur. Et n'oublions pas, une guerre, ce qui est atroce dans sa terminologie, et surtout lorsqu'elle est menée sur des théâtres dans certains pays, c'est surtout les pertes humaines. Et je pense qu'aucune vie humaine ne vaut de faire de bonnes affaires, comme vous l'avez dit. Donc non, pour moi, il me semble, surtout dans l'époque dans laquelle nous vivons, où l'humanité vit des défis extrêmement importants. Vous imaginez, on a des défis en termes de démocratie, des défis en matière climatique, des défis technologiques avec l'avènement de l'intelligence artificielle qui va certainement bouleverser l'humanité d'ici la fin de ce siècle. Et donc, je me dis, si en plus de ça, nous avons aussi des défis épidémiologiques, nous l'avons vécu avec la première pandémie, réelle pandémie du XXIe siècle, qui a mis à mal durant 2 années la croissance mondiale et l'économie mondiale. Donc, ça a été un véritable stress test, si je peux utiliser cette expression qu'on utilise d'habitude dans le domaine bancaire, pour l'humanité. Et donc, on a vu à quel point ça pouvait engendrer de véritables, fractionnements et fragmentation au niveau international, et qu'on a eu même aujourd'hui en 2023, c'est-à-dire pratiquement 1 an, voire 2 ans après la pandémie, on a encore du mal à se relever. Il y a encore, des chaînes de valeur qui sont complètement déstructurées. Et c'est en cela, vous imaginez, si en plus de tous ces éléments, vous amenez
une guerre internationale ou une guerre totale ou une guerre mondiale. C'est pas le souhait, je pense, de la plupart des personnes que vous interrogerez. Mais vu le contexte de tension que nous vivons actuellement, franchement, on s'y rapproche dangereusement. Très bien, professeur Bassaha, alors en parlant justement de conflits géopolitiques régionaux, allons au Moyen-Orient, pardon, ce qui se passe en Palestine ébranle toute la région par des conséquences dramatiques qui peuvent affecter l'économie de toute cette région justement, mais bien au-delà. La patronne du FMI, Kristalina Georgieva, qui était en Arabie Saoudite aujourd'hui, a alerté aujourd'hui justement lors de la conférence F2I, Future Investment Initiative, tenue à Riyad, contre une difficulté supplémentaire pour l'économie mondiale qui a déjà beaucoup de vents contraires. Quels sont ces vents contraires? D'autant plus qu'ils soufflent depuis 2019. C'est ce que les experts disent. La pandémie Covid-19 est également un facteur géopolitique. Absolument. Écoutez, l'économie mondiale est en train de subir assaut après assaut sous la forme de plusieurs chocs. Nous avons d'abord connu le choc de 2014, choc pétrolier. Ensuite, nous avons connu d'abord le choc de 2008, qui était un choc financier, oui. Choc de 2014 pétrolier. Ensuite, nous avons connu en 2020 le choc sanitaire et un autre choc pétrolier. Rappelons au même moment que ces chocs qui commencent, par exemple, pour la crise financière internationale en 2008, elle ne s'est estompée ou n'a commencé à s'estomper qu'en 2011, c'est-à-dire 3 ans de souffrance pour la finance internationale. Absolument, puisque les crises financières sont les types de crises qui mettent beaucoup plus de temps à régler. En général, ça prend à peu près, d'après nos études, jusqu'à 5 ans pour essayer de résorber une crise d'origine financière. Donc, pour revenir à la question que vous avez posée, nous constatons donc une multitude de chocs qui se produisent de façon régulière. Nous avons dit la crise 2008, la crise 2014, la pandémie de 2020, la crise pétrolière de 2020. Là, nous avons aussi en 2021 un autre choc pétrolier sous forme d'un excès de demande. Et les derniers chocs que nous avons constatés en 2022, c'est la guerre en Ukraine, la crise alimentaire, la crise énergétique et, comme gâteau, plutôt comme cerise sur le gâteau, nous avons la crise maintenant du coût de la vie qui est en train d'affaiblir la communauté internationale et l'économie mondiale. Donc voilà un peu tous ces chocs. Ce qui est important de retenir, c'est que ces chocs vont devenir très fréquents. Très fréquents parce qu'il y a un grand nombre de défis, tels que le changement climatique, les pandémies, le terrorisme international, les questions monétaires internationales. Donc tous ces défis vont continuer à créer d'autres chocs et l'économie mondiale devra se préparer à les assumer ou à les prendre en charge un par un. Ce qui suppose, bien entendu, une coopération internationale dans un monde géopolitique fragmenté, qui est fragmenté, qui ne se parle plus, mais qui devrait se reparler si on doit régler ces problèmes qu'aucune nation ne peut régler seule. Oui. Très bien, professeur Bassaha. Alors, Nazim Sini, restant en Palestine, qui se retrouve directement confrontée à l'une des pires crises économiques de son histoire. Elle qui a justement une économie et un PIB assez faible, malheureusement. Alors, elle n'est pas protégée par les institutions économiques mondiales en temps de guerre. Est-ce le visage même de l'économie de demain, c'est-à-dire une économie qui s'apparente à une jungle où le plus fort cherche tout simplement à écraser sur son chemin tout du plus faible au détriment des conséquences que cela peut engendrer sur d'autres protagonistes de l'économie mondiale qui ne seraient pas forcément directement liés à tel ou à tel conflit? D'abord, permettez-moi de témoigner ma pleine solidarité et mon amitié et même ma fraternité au peuple palestinien qui vit des heures extrêmement difficiles. Appelons-le 6500 martyrs au 19e jour de l'agression sioniste contre la Palestine. Exactement. Et c'est en cela que je pense que c'est un des bilans les plus lourds de ces 10 dernières années. Ouais. Et on voit la volonté de l'entité sioniste de vouloir
écraser, voire éradiquer le peuple palestinien, parce qu'il ne s'agit pas d'un conflit armé, il s'agit carrément d'une tentative d'extermination d'une entité sur un peuple qui est désœuvré, qui est désarmé. Et vous l'avez dit, maintenant pour revenir sur des questions purement pratiques, voilà, économiques. D'abord, l'économie palestinienne, c'est une économie exsangue qui vit essentiellement des subventions et de l'aide internationale, alors que si on réfléchit bien et lorsqu'on se penche sur le dossier palestinien, j'ai eu l'occasion de discuter avec certains économistes de la région, ils me disent que si on laissait la Palestine travailler, si elle n'était pas sous blocus de l'entité sioniste, elle pourrait avoir de véritables atouts, notamment la zone de Cisjordanie, qui est une zone agricole extrêmement fertile, qui pourrait produire une production agricole de très bonne qualité, qui pourrait servir à l'exportation. Vous avez également la façade maritime du côté de la bande de Gaza, où vous avez également des activités de pêche, etc., qui peuvent être très intéressantes. On parle même, selon certains experts, mais ça reste à vérifier, qu'on peut trouver des réserves de gaz au large de Gaza. C'est pour ça que l'entité sioniste aussi... C'est des réserves qui sont prouvées. Tout à fait. Oui. Qui sont prouvés, c'est pour ça qu'on assiste à un jeu, on va dire un peu un conflit presque géopolitique dans la région entre l'entité sioniste, le Liban, l'Égypte, etc. Donc tout ça pour vous dire qu'effectivement aujourd'hui, je pense qu'il y a une véritable faillite de la communauté internationale, notamment des institutions internationales. C'est pas pour pointer du doigt mon ami Bessaha, que j'apprécie au demeurant, mais c'est vrai que le FMI et la Banque mondiale ne jouent pas leur rôle face à la détresse palestinienne. Je n'ai jamais vu les institutions internationales se presser pour aider à la reconstruction des territoires de Gaza. Oui, on ne parle jamais de plan Marshall lorsqu'il s'agit de la Palestine, malheureusement. Parce que vous savez, le plus difficile, mon cher Khalden, ce n'est pas aujourd'hui, ça va être demain. Comment on va reconstruire, comment on va aider ce peuple à pouvoir avoir des perspectives d'avenir. Vous imaginez que 50% des Palestiniens, surtout de la bande de Gaza, ont moins de 20 ans. C'est-à-dire ce sont des adolescents. Comment voulez-vous que ces adolescents puissent pouvoir avoir un horizon, qu'ils puissent se projeter dans leur propre pays si on ne les aide pas à reconstruire? Et c'est en cela que je parle de véritable faillite et d'un échec de la communauté internationale et notamment des institutions internationales qui devraient justement apporter leur aide, ne serait-ce qu'économique, et puis surtout aider à ce qu'on puisse faire émerger une véritable économie souveraine sur les territoires palestiniens. Très bien, merci Nazim. Il y a un point que je voudrais rebondir sur ça. Oui. En fait, nous sommes beaucoup plus loin que aider c'est l'enterrement du fait colonial de la Palestine qui nous a conduit à ça, en pensant vraiment qu'on pouvait enterrer le fait colonial palestinien, et surtout avec l'abandon progressif de la part de la communauté internationale, mais aussi de la part des pays du Moyen-Orient. Et c'est pour ça que nous sommes à ce stade d'un tel drame. Bien entendu, nous déplorons les pertes colossales, injustifiées, et à supposer, devant la barbarie de l'État d'Israël, à vouloir raser ce pays. Et après, on peut raser Hamas, on peut raser le pays, mais la Palestine ne pourra pas disparaître. C'est la volonté d'annexer la Cisjordanie, la volonté de vilifier le Hamas qui nous a conduit à cette impasse. Et la solution n'est certainement pas au niveau de, la solution n'est pas certainement au niveau de l'enterrement de ce fait colonial. Il faut maintenant remettre la question politique de la Palestine sur la table. Et ça dépasse les institutions de Bretton Woods. Les institutions de Bretton Woods, bien entendu, ne sont pas censées faire de la politique. Oui. D'ailleurs, Gaza et la Cisjordanie ne sont pas membres du FMI. Par contre, ils sont membres du groupe de contact auquel le FMI fait des rapports annuels en ce qui concerne les besoins. Donc nous avons un pays qui est absolument, qui vit des dons internationaux et qui est aujourd'hui écrasé militairement. Donc nous avons un drame. À supposer, bien entendu, que le drame ne s'élargisse pas, que nous n'assisterons pas à une guerre mondiale au niveau nous allons voir justement à la suite. Alors ça, c'est ce que l'on dit, mais il y a aussi ce que l'on ne dit pas, professeur Bessaha, c'est que l'économie d'Israël, elle aussi, est en train de flancher avec une monnaie commençant par la dérive et des fondamentaux qui ne tiennent plus debout depuis un certain moment. Absolument. Les effets à court terme de la guerre qui a commencé le 7, c'est d'abord la mobilisation militaire qui est en train de peser sur le marché du travail.
c'est bien entendu la baisse du tourisme, c'est aussi la baisse de l'affectation je dirais des crédits qui sont taris vis-à-vis des start-up israéliennes, c'est bien entendu une augmentation des dépenses par le biais des dépenses militaires, mais c'est aussi un reflux de capitaux. Donc l'effet de la guerre, il est extrêmement, je dirais, marqué sur Israël. Mais il y a aussi un certain marasme économique chez les entreprises, parce que rappelons-le, chaque fois qu'il y a une agression de ce genre, l'entité sioniste s'empresse justement d'enrôler des civils au sein de l'armée qui sont obligés d'abandonner leurs emplois. C'est un des problèmes, un des premiers problèmes. C'est une boule de neige qui commence à rouler. Absolument. Ne peut plus arrêter. Mais par la ceci dit, à part Israël, vous avez tous les pays de la région qui sont touchés. Alors la Jordanie, le Liban, on parle même de l'Égypte. Le Liban est déjà en déconfiture financière depuis 2 ans. La Jordanie est absolument endettée, 110% du PIB. Donc ce conflit avec une monnaie extrêmement... L'Égypte va perdre au change puisque les recettes du tourisme vont être affectées. Personne n'a envie d'aller dans cette région qui est extrêmement volatile. Et vous avez Gaza, bien entendu, dont les besoins en urgence vont exploser. Et surtout, il va falloir désormais mettre la question palestinienne de nouveau sur la table et voir quel traitement politique et économique on peut donner à cette partie du monde. Nazim Sini, l'économie d'Israël sous le microscope, ça donne un shekel qui ne vaut plus grand-chose, des entreprises qui perdent en compétitivité, une pression économique qui augmente sans toutefois avoir de soupape de sécurité. Il y a même une population qui commence à grandir parce qu'elle perd du pouvoir d'achat. Exactement. Et puis j'allais dire, vous savez, ça fait depuis maintenant plusieurs années qu'on voit un reflux des IDE au sein de l'entité sioniste. On voit également une baisse des capitaux qui affluaient, notamment pour irriguer les startups. Je rappelle aussi que malgré toute la propagande qui est pratiquée dans les médias, le secteur énergétique israélien a vraiment du mal à démarrer. Tout à fait. Et pas que le secteur énergétique. Vous avez aussi le secteur immobilier qui s'effondre, le tourisme. Le professeur Bessaha l'a rappelé. Vous avez également l'industrie, l'agroalimentaire. Vous avez aussi les exportations de l'entité sioniste qui subissent aussi une campagne de boycott. Ça aussi, il faut le rappeler. Oui. Vous avez maintenant, oui, la campagne BDS fait partie, oui. Tout à fait beaucoup de mal à l'économie israélienne. Exactement. Vous avez une levée de boucliers dans certaines capitales européennes, puisque maintenant on commence à voir le véritable visage de ce qui est fait, des atrocités commises sur le territoire de Gaza. Et donc, il y a une campagne de boycott qui est en train de s'organiser internationalement et qui est en train de faire du mal aux produits de l'entité sioniste. Et donc, tous ces éléments mis bout à bout font effectivement que l'économie est dans une forme de marasme. Il y a aussi la confiance qui s'est érodée, non seulement au sein de leur propre population, mais aussi au sein des investisseurs internationaux qui maintenant sont en train de reporter, voire en train d'annuler leurs projets d'investissement dans ce pays. Et également, il n'y a plus la soupape des Occidentaux, puisqu'effectivement, ils ne veulent plus, du moins officieusement, financer la campagne meurtrière et guerrière de l'entité sioniste. Et effectivement, le professeur Bessaha l'a rappelé, quand vous menez une guerre, ça a un coût. D'abord, ça a un coût humain, mais ça a un coût financier exorbitant. Et est-ce qu'un pays du moins est-ce qu'une entité comme celle de l'entité sioniste est capable de supporter un tel coût? Ça, je n'en suis pas sûr. Et puis, je voudrais juste rebondir sur une chose que vous avez dite sur le plateau qui est très importante. Vous savez, le plus gros risque pour moi, c'est l'embrasement de toute cette région. Vous imaginez un seul instant si la Jordanie, le Liban, si l'Égypte ou encore l'Iran étaient impliqués dans cette guerre, vous imaginez que cette région représente un tiers, si ce n'est 40% des réserves mondiales de matières premières, de pétrole. Sans parler du trafic du commerce international. Exactement, par le canal de Suez. Vous imaginez si le canal de Suez était obstrué ou était fermé à cause d'un embrasement de la région. On n'imagine même pas les conséquences que ça aurait sur le reste du monde. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous dis encore une fois, pour moi, la diplomatie doit être un véritable levier pour résoudre ce conflit, mais aussi une condamnation ferme de la communauté internationale face aux exactions qui sont commises sur les territoires palestiniens. Et puis après, effectivement, viendra le second temps, qui est celui de la reconstruction et de la solution politique, parce qu'il faut que l'entité sioniste comprenne que aucune paix n'est durable sans la création d'un véritable État palestinien dans cette région-là. La solution qui a été rappelée justement
Alors, le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, au Conseil de sécurité, pas de solution sans l'édification d'un État palestinien sur les frontières de 1967 avec Al-Quds comme capitale. Revenons à un échelon plus global, professeur Bessaha, lorsqu'on doit faire face à des conflits géopolitiques à haute intensité qui durent dans le temps et qui risquent d'engendrer eux-mêmes d'autres conflits sous-jacents. Quelle est la démarche à suivre pour les macroéconomistes? Faut-il mettre un garrot là où il y a une hémorragie? Faut-il amputer ou simplement tenter de subir les chocs et opérer des rééquilibrages, comme vous l'avez dit tantôt? Mais écoutez, tant que le pays n'est pas entré en conflit, ou conflit militaire, pays ou région, ou une région, voilà. Il est clair qu'il y a une place pour le macroéconomiste. C'est de travailler avec les autorités et essayer de voir quel est l'impact de ce conflit, comment est-ce qu'il peut être justement pris en charge par des mesures nouvelles, par un financement, etc. Ça, c'est la première démarche. Mais si le pays est en conflit militaire, il faudra attendre la paix et une intervention immédiate de macroéconomistes pour d'abord, évaluer les besoins de la phase d'urgence et l'articuler dans une stratégie à long terme de reconstruction. Nous avons fait ça en Afghanistan, nous avons fait ça à Haïti, nous avons fait ça à Timor-Leste, dans un grand nombre de pays qui sont en conflit dans le Sud-Soudan. Mais ce sont des processus qui sont extrêmement lents et qui sont extrêmement coûteux et qui ont besoin de la communauté internationale. Le grand problème qui se pose, c'est que les communautés internationales apportent parfois un soutien financier, un engagement financier, mais les temps de déboursement sont très longs, ce qui réduit l'efficacité des financements. Oui. Mais surtout, on oublie toujours la variable technique. On peut déverser des capitaux dans un pays, mais si on ne reconstitue pas sa capacité technique à rebondir, ça va rester très limité. Justement, Nazim Sini, à ces modalités de financement, des conséquences justement relatives aux différentes guerres que subit le monde pour pouvoir reconstruire, repartir un pays. Et ces modalités de financement, eh bien, parfois, elles sont contraires à l'éthique économique. On passe par de la planche à billets, ce qui fait exploser, encore une fois, l'inflation internationale. Et l'on se retrouve dans une espèce de spirale qui n'a pas de fin. Qu'est-ce que vous en pensez ? Écoutez, vous savez, surtout, c'est très intéressant ce que vous dites dans le sens où, vous savez, actuellement, la plupart des pays occidentaux ont des marges de manœuvre extrêmement réduites. Quand vous voyez qu'il y a des taux d'endettement qui dépassent le 100% du PIB, ça vous donne une idée un peu des solutions qui s'offrent à ces pays-là. Surtout quand vous parlez, par exemple, des pays qui font partie de l'Union monétaire. Monsieur Bessaha a donné l'exemple de la Jordanie qui me semble être un exemple édifiant. Oui, tout à fait. Vous voyez ce qui se passe en Jordanie avec 110% d'endettement du PIB, également une monnaie qui dégringole et une inflation qui est maintenant une inflation à 2 chiffres. Et face à ces éléments-là, vous avez peu de possibilités, peu de marge de manœuvre. C'est en cela qu'après vous tombez très facilement dans l'escarcelle des institutions de Bretton Woods ou des institutions internationales. C'est en cela qu'il est important pour moi, à mon sens, quand on est aux commandes d'un pays, de pouvoir être toujours proactif et surtout d'avoir une forme de veille stratégique. C'est-à-dire qu'il faut être prévoyant et un tant soit peu tenter d'avoir une gestion en bon père de famille. Et ça nous renvoie à notre propre pays. Vous savez, aujourd'hui, nous avons reconstitué des réserves de change que nous avions perdues ces 5 dernières années. Et il est important… De référence à l'Algérie, bien entendu. Exactement, bien sûr. Et ces réserves de change, qui sont très importantes, doivent être un peu le matelas de sécurité de notre pays. Et ça vous montre aussi à quel point il est important d'entamer de véritables réformes structurelles, notamment en matière budgétaire, en matière de politique monétaire, en matière aussi, même au sein même de l'appareil étatique, pour faire en sorte d'avoir une nation qui soit dynamique, qui soit moderne et qui réponde aux aspirations de sa population, pour éviter justement, comme je vous ai dit, d'avoir une économie qui est exsangue, qui a peu de marge de manœuvre et qui se retrouve face à des chocs géopolitiques imprévisibles, à un manque tout simplement de solutions. Donc on l'a vu au Liban, on l'a vu à la Jordanie, et il faut surtout pas, du moins, ce que je veux dire par là, c'est que ces pays-là, la situation de ces pays doit absolument servir aux autres pays de la région et même au monde entier comme exemple de ce qu'il faut faire et de ce qu'il ne faut pas faire. Professeur Bessaha, je suis sûr que vous avez un complément d'information à apporter. Non, absolument. Je pense qu'il faut se rappeler aussi que la plupart des pays dans le monde viennent de sortir
avec des dommages structurels importants de la pandémie. Elle vient de subir un premier choc pétrolier en 2021, un autre choc pétrolier au début de l'année. Je me place du côté des pays importateurs. Une crise alimentaire, une crise du coût de la vie. Il est clair que les pays se retrouvent absolument à genoux, pour prendre l'expression. Et c'est dans ce contexte que nous avons une exacerbation des tensions et des conflits, que ce soit en Asie, qui ne se sont pas encore déclarés, mais au Moyen-Orient, avec un risque d'embrasement généralisé. Maintenant, la pratique que j'ai sur le plan international, c'est que beaucoup de pays ne font pas de la prévention. Elles subissent les chocs et elles restent pratiquement paralysées face à ces chocs avant de pouvoir réagir et de mettre en place des mesures actives. Oui. En ce qui concerne l'Algérie, l'Algérie a toujours eu des réserves qui oscillaient entre 60, etc. C'était le chiffre le plus bas, c'était 60 milliards il y a 2-3 ans. Les réserves de change devraient atteindre 72 milliards cette année. Mais n'oublions pas que ce qu'on gagne en exportation, on le perd aussi en matière de coût des importations. Et aussi en dépenses. Exactement, et en dépenses. Et à mon avis, les réserves de change ne sont pas le moyen de faire rebondir un pays, c'est plutôt, comme l'a déclaré notre ami, c'est d'abord de stabiliser l'économie, parce qu'elle est malade. Il y a un budget, il y a des finances publiques dont on a perdu le contrôle, il y a une inflation extrêmement forte, il y a un taux de change qui ne représente pas les forces du marché en termes d'offres et de demande. Donc il y a une économie qui a des dysfonctionnements et qui a besoin d'être stabilisée, mais surtout et avant tout, il faut sortir du modèle rentier. Oui. Et pour sortir du pour modèle cela, il y a rentier, des opportunités à saisir dans l'immédiat. Il faut reconstruire cette économie à travers des réformes structurelles, à travers des stratégies sectorielles bien ciblées, mais surtout, il faut s'ouvrir vers l'extérieur pour d'abord acquérir la technologie, la maîtriser, apprendre à travailler de façon, je dirais, concurrentielle, mais surtout mobiliser les financements dont nous aurons besoin pour la refondation de l'économie nationale. Très bien, professeur, refermons la parenthèse algérienne pour revenir une nouvelle fois à l'échelon global. Alors à chaque fois, justement, que des conflits tels que ceux auxquels nous assistons actuellement frappent le monde, on a l'énergie et la finance qui sont les premiers secteurs qui vacillent en général le plus avec ce qui se passe au Moyen-Orient, conjugué à ce qui se passe en Ukraine, à Taïwan, au Caucase ou encore au Sahel. Quels sont les principaux facteurs qui contrôleront demain le prix de l'énergie dans les mois à venir ou dans les années à venir? Cela reste à voir, mais plus important encore, à quoi obéira la règle de l'offre et la demande? Bon, d'abord, sur le point des finances. Rappelez-vous que nous sortons de nouveau d'une pandémie qui a coûté très cher. Et cette pandémie a pu être financée, les effets pervers de cette pandémie ont pu être financés pour les pays avancés par des emprunts auprès des marchés financiers internationaux à des taux d'intérêt qui étaient vraiment ridicules. Donc ça, c'est le premier point. Pour les autres pays, bien entendu, le financement des mesures anti-Covid ont été faites soit par le biais en général par le biais de la planche à billets, ou bien par des prêts, par des dons. Oui. Pour ce qui est de l'énergie est en train de devenir effectivement un enjeu géostratégique. Vous verrez que la carte de l'énergie est en train d'être redessinée, notamment depuis la guerre en Ukraine, où on voit que l'Europe veut réduire sa dépendance vis-à-vis de l'Asie et vis-à-vis de la Russie, et surtout vis-à-vis de la Chine, qui est elle-même le premier fournisseur des équipements en ce qui concerne les énergies renouvelables. Vous avez aussi à commencer par les panneaux photovoltaïques. Exactement, exactement. Donc, quels sont les prix de l'énergie dans le futur? Ils vont dépendre premièrement de la situation de l'économie mondiale, de l'état de la demande et de l'offre. Donc, si nous avons un conflit qui dégénère, il est clair que nous risquons d'avoir une explosion du prix du pétrole, mais en même temps, une baisse de la demande compte tenu des effets de guerre. Donc, le prix pourrait être le point de rencontre entre cette offre et cette demande. Oui. Voilà un peu dans sachant que la Russie, l'Arabie Saoudite, l'OPEP gardent la main sur le frein à main, justement, en ce qui concerne l'offre depuis maintenant un peu plus de 6 mois. Ils gardent la main, mais il y a l'effet boomerang, parce qu'en réduisant l'offre sur le marché international, on fait monter les prix, mais on fait repartir l'inflation internationale. Oui.
Et en faisant répartir l'inflation internationale, on affaiblit les chances de croissance de l'économie mondiale. Et en affaiblissant les chances de croissance de l'économie mondiale, on aboutit ipso facto à une baisse de la demande. Donc c'est une politique qui est, je dirais, avec des effets pervers qui peuvent revenir pour heurter les pays concernés. Nazim Sini, votre avis concernant ce qui contrôlera demain justement non seulement les prix de l'énergie, mais l'offre et la demande dans un monde chamboulé d'un point de vue géopolitique et géostratégique? Vous savez, je vais vous dire ça en une phrase. Le monde appartiendra à ceux qui détiendront les réserves de gaz et de pétrole. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, on le voit, notre principale source d'énergie, ce sont des énergies fossiles. On accuse un certain retard dans les investissements en matière d'ENR, d'énergie renouvelable, à part quelques exceptions près, comme les pays scandinaves, etc. Et vous voyez aussi une reconfiguration. Et on est en train de voir une cartographie qui se redessine au niveau international, avec les États-Unis qui sont devenus les premiers producteurs de pétrole au monde grâce au pétrole de schiste. Qui l'aurait cru il y a une vingtaine d'années? Eux qui étaient importateurs de matières premières. Dans le même temps, Nazim Sini, les investissements ou le développement du secteur des énergies renouvelables a besoin de la paix et non pas de la guerre. Tout à fait, a besoin de la paix, vous avez complètement raison, mais surtout a besoin d'audace. Il a besoin de politiques publiques qui soient volontaristes. Aujourd'hui, malheureusement, l'énergie, on va dire propre, coûte plus cher en matière d'investissement que d'investir dans les énergies fossiles. Et c'est en cela qu'on n'a pas encore vécu le véritable point de rupture entre les deux modèles énergétiques. Et aussi, vous l'avez dit, il y a énormément d'enjeux internationaux. La guerre adore le pétrole et a besoin de pétrole pour se nourrir. Et c'est en cela que dès qu'un conflit éclate à travers le monde, les prix des matières premières flambent. Et effectivement, ça a été dit sur votre plateau, c'est que vous allez avoir un effet non seulement récessionniste, mais un effet contre-productif, puisque si on réduit l'offre sur le marché, on va surenchérir les produits qui sont importés par ces mêmes pays producteurs de pétrole. Aujourd'hui, la Russie importe un tiers de sa consommation de biens d'équipement. Pareil pour certains pays de l'OPEP. C'est pour ça que c'est extrêmement difficile de trouver un juste équilibre. Maintenant, aujourd'hui, quels vont être les prix des matières premières demain? Honnêtement, vraiment, je tirerai mon chapeau à celui qui est capable de fixer un prix. Mais vraisemblablement, si on arrive à modéliser la plupart des schémas de probabilité, on sait qu'on va avoir des matières premières qui vont être de plus en plus élevées. Pourquoi? De plus en plus rares, peut-être. Oui, de plus en plus rares, mais pas que ça. Pas que ça. Vous savez qu'aujourd'hui, on va surtaxer de plus en plus dans les pays développés l'utilisation et la production des prix des matières premières. Et notamment avec la taxe carbone. Aujourd'hui, la tonne de carbone vaut sur les marchés européens entre 50 et 60 euros. Vous savez qu'en 2030, il est censé être multiplié par 10. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les entreprises vont devoir être amenées à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Elles ont déjà commencé à l'image de certaines majors pétrolières, notamment norvégiennes. Exactement. Et c'est pour ça que en légiférant, on va également aussi, quelque part, impacter le prix de la tonne de CO2 et par ricochet, le prix des matières premières. Ça va être quelque chose de bénéfique, je pense, pour les pays producteurs qui vont devoir, je pense, se servir de cette manne financière pour enfin changer de modèle économique. Mais par contre, pour les pays importateurs, ça risque d'être problématique. Très bien, Nazim Sini. Professeur Bassaha, alors, j'imagine que d'autres secteurs, à savoir l'industrie, la matière première, commerce international, y compris les services, risquent de payer cher la facture des conflits géopolitiques. Certains pourraient-ils ne pas s'en relever? J'aimerais donner l'exemple d'un secteur qui se portait plutôt bien, c'est celui du transport aérien et qui, à la suite du choc Covid, n'arrive toujours pas à retrouver son lustre d'antan. I beg to differ, comme on dit en anglais. Je pense que le secteur du transport aérien est en train de bien se porter. La demande est extrêmement forte, les prix sont très élevés, les prix des carburants sont plus ou moins stabilisés. Entre octobre 2022 et octobre 2021, en fait, le baril a baissé d'$1. Donc, c'est un secteur qui a pu rebondir. Mais il y a un modèle qui a disparu entre-temps, c'est le low-cost dans le secteur du transport aérien. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est vrai, le low-cost a disparu parce qu'il ne travaille pas sur les volumes. Il travaille plutôt sur le prix. Donc, mais les grandes autres compagnies ont fait énormément d'argent, y compris pendant la pandémie. Ça, j'ai discuté avec des... Donc, c'est un secteur qui a pu rebondir.
tout simplement parce qu'il a profité aussi du déplacement de la demande en biens qui a été consécutive à l'ouverture de l'économie mondiale à une demande extrêmement forte de services. Les services continuent de dominer l'économie mondiale et les grandes économies. Donc, d'où la demande pour les loisirs, les transports aériens, les déplacements internationaux, etc. Donc, ces secteurs continuent à bénéficier de la sortie de la pandémie. Très bien, professeur. Qu'en est-il de l'industrie, peut-être, les matières premières ou encore du commerce international qui a besoin que les routes, que les accès soient libérés, qu'il n'y ait pas justement de restrictions? Tout dépend un peu du rebond économique des grands pôles de croissance. Si nous regardons la Chine est en train le moteur économique de la Chine est en train de faiblir. Le rebond qu'on attendait après l'ouverture consécutive à la fin de la politique zéro Covid. Oui. Si le premier trimestre a montré de bons résultats, le deuxième trimestre est absolument décevant et les techniques de relance de l'économie chinoise ne fonctionnent plus, l'immobilier, le crédit, etc., puisqu'ils sont eux-mêmes porteurs d'inflation. Et d'autant plus que la Chine a elle-même également un problème structurel, c'est d'abord le vieillissement de la population et le secteur immobilier qui constituait la relance, mais qui est aujourd'hui en plein marasme. Donc l'économie chinoise devrait retourner à des taux de croissance de 2 à 3%, ce qui pèserait lourd sur l'économie mondiale. Ce serait catastrophique peut-être pour la Chine. Absolument, non, absolument. Il y a besoin d'au moins 5% de croissance. Absolument, d'autant plus que les efforts de la Chine de transformer son modèle pour passer de l'exportation à un modèle de consommation, eh bien, toutes les mesures qui ont besoin d'appuyer ce modèle sont en panne. Il n'y a pas de système de retraite, il n'y a pas de système de sécurité sociale. Et il faut donc repenser tout ce modèle. Si nous regardons l'Europe, elle est fortement affectée au niveau de l'énergie. Commencer par l'Allemagne, dont on a parlé la semaine dernière sur ce plateau. Donc nous avons un continent qui est affaibli, qui sort extrêmement affaibli de la guerre en Ukraine sur le plan énergétique, sur le plan alimentaire. Et dans les perspectives de croissance, pour l'instant, ne sont pas extrêmement favorables. Donc il reste plutôt que le dernier pôle de croissance, c'est le pôle américain. Oui. Bon, les chiffres de croissance sont plus ou moins, je dirais, raisonnables. Le chômage est reparti à la hausse aux États-Unis? Le chômage il reste en moins de 4%. Au contraire, c'est le secteur qui pose le plus de problèmes. Si l'augmentation des taux d'intérêt a pu influer sur le marché de l'immobilier, il y a de grosses difficultés à faire bouger le marché de l'emploi. Alors on estime qu'il faut que les taux d'intérêt atteignent à peu près 7 à 8% pour essayer de voir, je dirais, l'affaiblissement du marché de l'emploi. Donc, sur 3 pôles de croissance, vous en avez un seul qui continue à donner. Jusqu'à quand, on ne sait pas, mais la récession pourrait guetter parce que le prix des matières premières, notamment du pétrole, est reparti à la hausse, ce qui relance... Mauvaise surprise, donc, pour tous les pays consommateurs. Ce qui relance le besoin, donc, de resserrer davantage les conditions financières et on ne pourra pas éviter, je dirais, un atterrissage en douceur. Très bien, professeur. Nazim Sini, alors, en déclenchant en quelque sorte, si l'on peut dire les choses ainsi, comme ça, des conflits géopolitiques parfois armés, le plus souvent, de plus en plus, du moins, à intensité variable selon les régions, y a-t-il une volonté d'imposer un nouvel ordre économique mondial de la part des pays qui les déclenchent, ces conflits, justement? Écoutez, je ne sais pas si c'est leur intention première, mais effectivement, les conflits internationaux contribuent à reconfigurer, à redessiner un nouvel ordre mondial. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir dans notre époque récente ce qui s'est passé avec la Seconde Guerre mondiale. Vous imaginez que des pays comme le Royaume-Uni, comme la France, comme l'Allemagne, qui faisaient partie du top 3 des pays, des puissances industrielles de l'époque, ont été supplantés par les États-Unis, qui, à travers le plan Marshall, a contribué à redessiner durablement le XXe siècle, et en imposant les États-Unis d'Amérique comme étant la puissance militaire, économique, technologique et industrielle du siècle dernier. Donc c'est en cela que, effectivement, vous avez raison, les conflits vont avoir un impact significatif
parfois modérés, mais ils contribuent tout de même à redessiner ne serait-ce que les relations diplomatiques et les relations internationales. Et je pense qu'aujourd'hui, pour cette fin de ce siècle, donc du XXIe siècle, on en a très souvent parlé sur votre plateau, on va avoir l'émergence de nouvelles puissances qui sont en train d'être représentées à travers les BRICS. Mais je pense qu'au-delà, il y a un continent dont on a très peu parlé depuis le début de l'émission, qui est le continent africain. Oui. Exactement. Moi, je pense qu'aujourd'hui, l'Afrique doit se saisir et doit, saisir son destin et se prendre véritablement en main. D'abord, en retrouvant une véritable souveraineté au sein des institutions internationales, en se passant du dogme qui règne dans certaines institutions, aussi être actrice de son développement et non plus spectatrice, également avoir une implication dans les conflits internationaux. Moi, j'aurais aimé que, lors du conflit russo-ukrainien, que l'Afrique se pose en médiateur. Il y a eu une tentative, il y a eu des tentatives, oui, notamment mais elles ne sont pas suffisantes. Oui. Oui, tout à fait. Mais l'Algérie ne peut pas porter à elle seule la voix de tout un continent. Ouais. Elle a besoin aussi des autres pays de la région et qu'elle puisse être aidée dans cette mission de médiation. Et je pense aussi, comme vous l'avez dit, qu'on va assister forcément à un bouleversement. Nous serons peut-être plus là pour le voir, mais je reste persuadé que ce siècle va annoncer des changements majeurs, surtout en termes de géopolitique. Peut-être que les puissances d'aujourd'hui ne seront plus de vigueur. On va assister à l'émergence de nouvelles puissances industrielles, technologiques aussi, politiques également. Et je pense qu'il y a des ouvertures qui sont en train de s'opérer et il faut absolument que les pays africains puissent s'immiscer là-dessus et s'imposer définitivement, surtout sur la scène internationale. Et il en va vraiment de leur développement, mais aussi pour répondre à l'aspiration de leur peuple. Très bien, Nazim Sini. Professeur, revenons, si vous le voulez bien rapidement, à l'aspect structurel des choses. Toujours lors de cette conférence F2I, la patronne du FMI est revenue sur la forte hausse des taux d'intérêt qui a été un sujet qui a fait beaucoup jaser, vous le savez bien, ces derniers mois, notamment aux États-Unis. La directrice générale du FMI a estimé que le monde vivait dans une voie fantaisiste, je cite Madame Kristalina Georgieva, depuis près de 20 ans. Nous ne sommes pas ravis de passer si rapidement de 0 à 5, mais nous y sommes, a-t-elle déclaré. Qu'est-ce que cela signifie ? Bon, ça signifie qu'à la suite de la crise financière de 2008, les taux d'intérêt avaient été baissés considérablement, les liquidités ont été injectées massivement pour essayer de faire repartir la machine économique, d'abord pour essayer de rendre les crédits abordables et faire repartir la machine économique. Cette période a duré 12 ans. Pendant 12 ans, jusqu'à la pandémie, les investisseurs, les emprunteurs, les consommateurs ont vécu ce qu'on appelle the cheap money era, c'est-à-dire l'ère de la monnaie qui était abondante. Et pas cher sur les marchés internationaux. Pas cher du tout. Voilà. Nous sommes arrivés même à des politiques monétaires qui appliquaient le quantitative easing. Oui. Et puis les taux d'intérêt négatifs. Oui. Là, la pandémie et les chocs successifs ont remis un peu les pendules à l'heure en faisant ressurgir l'inflation, résultat d'un problème de demande, mais au résultat aussi de problèmes structurels. Oui. Donc, il fallait donc actionner le levier du taux d'intérêt, ce qui a fait bien entendu rendu l'argent excessivement cher, et une génération d'investisseurs aux États-Unis n'ont jamais connu ça. C'est pour ça qu'ils continuent jusqu'à aujourd'hui à vouloir un peu influencer la Banque fédérale pour arrêter son processus d'ajustement. Malheureusement pour eux, ils étaient sur le point de réussir, mais le redémarrage des prix du pétrole est en train de mettre... Le rêve américain serait-il en danger, professeur ? Non, ce n'est pas le rêve américain, c'est tout simplement le greed. Oui. Je dirais la cupidité d'investisseurs qui avaient l'habitude pendant 12 ans d'avoir accès à de l'argent extrêmement, je dirais, peu coûteux et qui a permis la construction de fortunes colossales. Nazim Sini, j'ai envie de résumer peut-être ce qui serait peut-être ma dernière ou mon avant-dernière question en une phrase. Est-ce que, au fond, en demeurant, mieux vaut 40 ans de guerre froide plutôt qu'une seule journée de guerre ou de conflit militarisé pour l'économie mondiale ?
Ah, mais je vais vous répondre autrement. Moi, je vous dirais, il faut ni l'un ni l'autre. Parce que les deux peuvent avoir des conséquences Belle pirouette. désastreuses. Voilà. Non, mais en plus, je le pense sincèrement. C'est-à-dire que je me dis, la guerre froide peut avoir des conséquences assez lourdes en matière diplomatique, en matière de relations internationales, en matière aussi d'équilibre. Parce que vous savez, aujourd'hui, le monde est constitué d'équilibre. C'est pour ça que je dis très souvent à mes étudiants, il ne faut pas que vous ayez une vision manichéenne du monde. Oui. Il n'y a pas forcément que le bien ou le mal contre le bien. Parfois, les méchants d'aujourd'hui seront les victimes de demain, etc. Donc le monde est extrêmement complexe, surtout le monde dans lequel on vit. Autant dans les époques passées, vous aviez des empires, vous aviez également des populations qui étaient mises sous esclavage. Enfin, ça date d'une autre époque, de plusieurs siècles, mais le monde était moins complexe qu'il ne l'est aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, vous avez énormément de choses qui rentrent en considération, des aspirations économiques, des aspirations de liberté, des aspirations également. Et puis nous sommes 8 milliards d'individus, vous imaginez. C'est-à-dire que vous avez aussi d'autres défis démographiques qui sont en train de s'imposer au monde. Et effectivement, une guerre militaire n'est pas aussi souhaitable, parce que là, on a parlé de guerre froide, mais une guerre militaire, parce que je vous l'ai dit précédemment, son plus lourd tribut, c'est surtout les pertes humaines, plutôt que les pertes économiques. Professeur Bessaha, 30 secondes pour conclure. Qu'est-ce que vous en pensez de ce que je viens de demander à Nazim Sini? Sur la guerre? Oui. Ben, la guerre n'est jamais la bienvenue. La guerre est... Ni froide, ni chaude, ni... nous n'avons pas... Le problème ne se pose pas en termes de... Avons-nous le choix entre la guerre froide et la guerre chaude? La guerre froide s'est imposée pour des raisons objectives. Elle a tenu ce qu'elle a tenu. Elle s'est terminée par un autre monde unipolaire dont on voit les dégâts aujourd'hui. Oui. Donc, s'il fallait choisir, donc ce serait bien entendu la guerre froide. Oui. La guerre froide, au moins, il y a... Elle n'est pas une vie humaine. Il y a un monde, je dirais, bipolaire. Parce que le monde auquel nous avons assisté, le monde unipolaire, et c'est un grand danger. Donc, merci. Ni monde bipolaire, ni monde unipolaire, mais plutôt un monde multipolaire. Mais ça juste prendra, équitable. Ouais. Ça prendra beaucoup plus de temps à construire qu'on ne le croit. Merci, professeur Abdelrahmi Bessaha. Je rappelle que vous êtes expert international en macroéconomie auprès des institutions de Bretton Woods, FMI, Banque mondiale. Nazim Sini, enseignant agrégé d'économie à l'Université Aix-Marseille. Vous étiez quant à vous en direct avec nous depuis Marseille. C'est la fin des Pros de l'écho. Rendez-vous la semaine prochaine. Excellente soirée sur Al24 News. قدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس. موبيليس، معا نصنع المستقبل.